Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle leçon. Il s'agit d'une analyse de texte du chapitre 10e du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Bien sûr, cette leçon est destinée à toutes les classes de la première année du baccalauréat, toutes branches confondues. Alors, le plan du cours d'aujourd'hui. D'abord, donc, on va voir le support, le texte support en lecture. Ensuite, nous allons entamer la description, ou bien les techniques de la description du cachot du condamné à travers les outils suivants. Les phrases averbales, les anaphores, les indicateurs de lieu, les chiffres et indications de mesure, présents de vérité générale et autres, que nous allons découvrir par la suite. Alors tout d'abord, on va commencer par une lecture du texte. Chapitre 10. Voici ce que c'est que mon cachot. 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalle exhaussé d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil, hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle, à laquelle d'épaisses toiles d'araignée pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail, une porte où le fer cache le bois. Je me trompe. Au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés, coupée d'une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. Au dehors, un assez long corridor, éclairé, aéré au moyen de soupiraux étroits au haut du mur, et divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort. Parce qu'étant plus voisins de la geôle, ils sont plus commodes pour le geôlier. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre, tel qu'il fut bâti dans le XVe siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge, et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu 100 sous. J'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot, et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ces 2 yeux fixes toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Voilà donc, après la lecture de ce texte, chapitre 10 du dernier jour d'un condamné, la première chose que nous remarquons, c'est la présence de beaucoup de phrases averbales, ou bien ce qu'on appelle aussi des phrases nominales. Nous avons un relevé suivant. 8 pieds carrés, 15 murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalle exhaussé d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive. C'est ainsi que cela s'appelle, à laquelle d'épaisses toiles d'araignée pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail, une porte où le fer cache le bois. Au dehors, un assez long corridor éclairé, aéré au moyen de soupiraux étroits au haut du mur, et divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. Donc, à partir de ce relevé, qu'est-ce qu'on déduit?
dans l'interprétation possible, c'est que la plupart des phrases de la description ne sont pas correctes. Elles sont sans verbe principal. Le narrateur va à l'essentiel sans mettre en forme son texte, comme s'il s'agissait d'une prise de notes. Donc, il fait aucun commentaire, ou bien il ne fait aucun commentaire, il n'y a pas de terme péjoratif et pas de point d'exclamation. Deuxièmement, les indicateurs de lieu. Même chose, nous avons un relevé et à partir de ce relevé, on va faire les interprétations possibles. Alors, nous avons toujours du texte au-dessus du corridor extérieur, à droite de la porte en entrant, au-dessus de ma tête, au centre de la porte vers le haut, au dehors, au haut du mur. L'interprétation possible de ces indicateurs de lieu, c'est que la description est bien organisée. Il n'oublie, c'est-à-dire le narrateur, il n'oublie aucun élément, il veut tout décrire. L'idée qui domine est que l'espace est vide et fermé. Troisième élément, les chiffres et indications de mesure. En relevant du texte les éléments suivants, 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille, une ouverture de 9 pouces carrés. Interprétation possible. La cellule est petite. Il n'utilise pas le système métrique pour le système métrique, c'est-à-dire le mètre et le centimètre, qui nécessitent bien sûr des instruments pour nous permettre d'imaginer la taille de la cellule. Cela nous laisse comprendre qu'il l'a mesurée lui-même avec ses pieds et ses mains. Donc voilà ce qui justifie pourquoi on n'a pas ce système métrique pour donner les dimensions de la cellule. Quatrièmement, le présent de vérité générale. Le relevé suivant. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil, hiver comme été. Le guichetier peut fermer la nuit. C'est dans ces cachots que l'on met les forçats, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, dans ce relevé, nous avons les verbes qui sont au présent de l'indicatif et qui sont notés en rouge. Alors, pourquoi ce présent de vérité générale? L'interprétation possible est la suivante. Toute la description de la cellule est menée au présent de vérité générale. Le narrateur ne parle pas de sa situation, mais il généralise. Donc, c'est une généralisation. Ça veut dire que ce n'est pas un cas particulier dans ce roman, ou bien pour ce condamné en particulier, mais c'est la situation de tous les condamnés partout ailleurs. Alors, il dépeint, bien sûr, les conditions de la vie de tous les prisonniers et surtout de tous les condamnés à mort. Cinquième élément, l'anaphore. Relevé suivant. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail. Alors, l'anaphore, ici, elle sert à insister sur l'absence d'ouverture. Ça veut dire, puisqu'il n'y a pas d'ouverture, donc cette cellule, elle est complètement fermée. Alors, il n'y a pas que l'euphémisme, l'anaphore, il y a aussi d'autres figures de style qui sont utilisées dans le texte, à savoir la comparaison, l'euphémisme, l'ironie, l'hyperbole et la périphrase. Alors, pour la comparaison, nous avons relevé cette comparaison-là, comme une bête de la ménagerie. Un euphémisme, le guichetier a eu 100 sous. C'est une ironie, bien sûr. L'hyperbole, j'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ses deux yeux fixes, toujours ouverts. Et enfin, une périphrase, cette boîte de pierre.
Bien sûr, chacune de ces figures de style est utilisée de manière à suggérer une idée ou bien une interprétation que nous allons voir tous ensemble maintenant. Alors, la comparaison, elle est intéressante puisqu'elle associe le prisonnier à un animal enfermé dans un zoo. Cela montre la façon dont on le traite. Le mot était déjà présent dans la préface. D'ailleurs, si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? Donc ça, c'est un rapprochement entre cette comparaison qu'on trouve dans le chapitre 10 et avec celle, bien sûr, la même idée qui est présente dans la préface de 1832. Pardon. Ensuite, l'euphémisme. Le guichetier a eu 100 sous. La prison est un lieu de corruption. Donc, ici, il dénonce le fait que le gardien gagne de l'argent en montrant les prisonniers qui ne valent pas mieux que des animaux. La prison est un zoo et les prisonniers sont l'objet de spectacle. Pour l'hyperbole, le narrateur nous renseigne sur les conditions de sa détention. Il est surveillé en permanence et n'a absolument aucune liberté. Et enfin, la périphrase, le narrateur n'utilise pas le mot cellule ou géole, mais une périphrase qui insiste bien sur la fonction du lieu enfermé et sur la froideur pierre, donc une boîte de pierre. Alors là, il ne faut pas prendre bien sûr cette phrase comme étant un euphémisme parce que il ne l'est pas, donc ce n'est pas l'atténuation d'un terme choquant ou bien d'une réalité choquante. Par contre, ici, au lieu de dire le cachot, bien la cellule, il l'a bien sûr remplacé par une expression équivalente et par conséquent donc pour mettre en valeur la froideur de la cellule ainsi que l'idée de l'enfermement. Le champ lexical de l'ouverture et de la lumière. Alors, en observant ce petit extrait du chapitre 10, nous trouvons des mots qui sont ici notés en rouge et soulignés, tels que noir, fenêtre, soupirail, ouverture et éclairé. Alors, tous ces mots, bien sûr, ont une relation avec le champ lexical de l'ouverture et de la lumière. Interprétation possible, bien sûr, pour le champ lexical, c'est que il nous donne l'impression de la dominance de l'obscurité, le noir, et bien sûr cette obscurité domine dans dans la cellule, donc c'est un lieu enfermé, un lieu humide, un lieu où il n'y a pas de lumière, et aussi la mise en valeur du seul lieu qui est éclairé, qui est le couloir. Donc là, on peut le voir ici. Donc, je me trompe. Au contraire, ou bien au centre de la porte vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés coupée en grille, d'une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. Au dehors, un assez long corridor éclairé. Et donc là, le mot éclairé, bien sûr, qui contraste avec la couleur noire, qui est la couleur dominante dans le cachot du condamné. Alors, pour conclure, à partir de tout ce qu'on vient de dire et d'analyser, on peut sortir avec les observations suivantes. Le cachot est présenté de manière à montrer que c'est un lieu lugubre, triste, restreint, sombre, humide. On a une idée des conditions de vie des prisonniers en général, comment ils sont traités et dans quelles conditions ils sont emprisonnés. Le milieu est oppressant. Il est observé en permanence et il ne peut rien faire. Donc même l'idée de s'enfuir n'est pas
n'est pas envisageable puisqu'il est toujours et en permanence surveillé par les geôliers. On connaît de façon précise les dimensions de sa cellule. La description est très détaillée, elle est minutieuse. Il y a l'idée de la corruption, de l'argent, qui domine dans ce lieu carcéral. Et la prison est construite pour plus, ou bien plus pour le confort des gardiens que pour celui des prisonniers. Il y a aussi d'autres éléments dont je n'ai pas parlé dans cette analyse du chapitre, comme par exemple l'intrusion ou bien l'introduction d'éléments historiques dans le texte, tel que par exemple lorsque le narrateur nous a parlé de Bicêtre, de la prison de Bicêtre. Sa construction, qu'est-ce qu'elle était avant de devenir une prison, et sa relation avec Jeanne d'Arc. Donc ce sont tous des éléments appartenant à l'histoire de France qui sont introduits donc dans ce texte pour donner plus de réalisme et plus de réalité à ce texte, bien sûr. Alors, bien sûr, comme à la fin de toute leçon que je fais ces derniers temps, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous allez profiter de cette petite analyse du chapitre 10e. Et je vous rappelle toujours les consignes, restez chez vous et essayez donc d'étudier.